Bonjour à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre à ce webinaire de Propulsion Québec. On va se laisser encore quelques minutes, le temps de laisser tous les participants se joindre au webinaire. On commencera d'ici 2-3 minutes. Merci. Donc, nous allons attendre encore 1 ou 2 minutes avant le début du webinaire pour s'assurer que tous les participants puissent se joindre. Merci. Alors, bonjour à tous, bonjour à tous les participants. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Donc, vous êtes actuellement donc sur le webinaire de Propulsion Québec. Je me présente, je vais activer ma caméra pour que vous puissiez me voir. Bonjour à tous, donc je me présente, Victor Poudelet, directeur chantier et communauté de Propulsion Québec. Donc rapidement, pour les participants qui ne connaîtraient pas Propulsion Québec, nous sommes la grappe des transports électriques et intelligents, donc créée en 2017. Notre rôle est vraiment d'accélérer tout le développement du secteur industriel des transports et des transports électriques et intelligents. Donc on regroupe plus de 160 membres à travers la province qui sont composés à la fois d'industriels, d'institutionnels et également d'opérateurs et gestionnaires de flotte. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir plusieurs conférenciers pour nous présenter un sujet d'actualité. Donc le webinaire d'aujourd'hui traitera vraiment sur les mesures pour réaménager les espaces de travail en entreprise dans le cadre de la situation sanitaire de la COVID-19. Donc, différents participants vont prendre la parole aujourd'hui, donc notamment Richard Blanchet du STIC, Sous-traitance industrielle Québec, suivi de Monsieur Labrec, donc administrateur au réseau de la transformation métallique du Québec, et Monsieur Frédéric Chevalier. Ensuite de ça, donc nous aurons les témoignages de 2 entreprises, 2 membres de Propulsion Québec qui nous partageront leur expérience. Donc, Monsieur Jean-François Packwood, directeur général de l'usine de la Pocatière de Bombardier Transport, et Madame Mélissa Grégoire, donc directrice ressources humaines de la compagnie électrique Lyon à Saint-Jérôme. Rapidement, quelques petits points techniques pour assurer le bon déroulement de ce webinaire. Donc, l'ensemble des participants ont été mis sur muet. Donc, inutile de vous énerver devant votre ordinateur, ne vous entendront pas. Vous avez à votre disposition, afin de partager vos questions en tout temps lors de la présentation, vous avez un petit menu qui s'appelle Q&R ou Q&A en anglais, dépendamment de la version de votre
application Zoom. Donc, cet outil de clavardage vous permettra de poser des questions à tout moment pour pouvoir réagir lors de la présentation. Ce qu'on va faire aujourd'hui, étant donné qu'on a des présentateurs, on a plusieurs présentateurs, puis qu'on veut que le webinaire soit vraiment dynamique, on va prendre on va faire une petite période de questions après chaque conférencier, ou du moins chacun des trois blocs du webinaire, afin de nous assurer d'avoir vraiment une discussion. Donc, n'hésitez pas en tout temps à poser vos questions à travers l'outil de clavardage. Les différents animateurs et présentateurs vont pouvoir les prendre, puis c'est moi qui les lirai et les donnerai aux différents conférenciers en fonction des sujets. Donc, petit rappel aussi, ce webinaire est présentement enregistré et sera disponible pour rediffusion suite au webinaire, à la présentation. Vous allez recevoir également par courriel, tout de suite après le webinaire, un sondage de satisfaction qu'on vous invite à remplir afin de nous donner vos appréciations sur la présentation d'aujourd'hui. Les résultats vont être pris en compte évidemment par Propulsion Québec et également partagés avec les différents conférenciers de façon anonyme. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Richard Blanchet, directeur général du STIC, pour faire un petit mot d'introduction. Oui, bonjour, merci Victor. En fait, je voulais prendre quelques secondes pour souhaiter la bienvenue à tous les participants et aussi remercier donc Propulsion Québec, Victor, de nous avoir approchés pour ce webinaire-là et aussi démontrer à tout le monde que c'est une belle occasion là, pour des associations, c'est ainsi encore plus que d'habitude, de travailler ensemble. Donc aujourd'hui, c'est un événement donc, de Propulsion Québec, de STIC, du RTMQ et de Perform. Donc, encore une fois, un bel exemple de collaboration pour plusieurs associations. On a beaucoup de membres en commun d'ailleurs, alors ça me fait plaisir de vous accueillir là-dessus. Donc, je cède la parole au prochain. Merci. Parfait, merci. Monsieur Labrec, le plancher est à vous. Vous, vous êtes sur mute, Monsieur Labrec, encore. Il faut juste activer votre micro. Voilà. Donc, c'est revenu. Parfait. Bien, merci tout le monde. Moi, ce que je veux en soi, peut-être m'introduire, qui je suis. Je suis un membre du réseau de la transformation métallique, mais également aussi, si vous voulez, 40 ans d'expérience en ressources humaines et j'ai pris ma retraite au mois de décembre. Donc, je continue quand même à me rendre actif, si vous voulez. Et ce que je veux partager avec vous, dans le fond, c'est un guide ou un référentiel des meilleures pratiques opérationnelles. Et je vais vous expliquer un petit peu de quelle façon est-ce qu'on a pu procéder pour se rendre à la conclusion du document en question. Donc, vous expliquer un petit peu c'est quoi l'origine de la démarche. Là, vous voyez dans le fond comme deux photos. En quoi ça consiste? Même si j'ai été 40 ans, si vous voulez, au niveau des ressources humaines, j'ai toujours eu un intérêt pour ce qu'on appelle l'amélioration continue. Donc, ça veut dire quoi à ce moment-là? Ça veut dire tout ce qui touche les concepts de lean manufacturing, lean administratif, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, j'ai créé en 1994, ça fait quand même 26 ans, ce qu'on appelle le réseau d'amélioration continue du Québec et qui regroupe à ce moment-là environ 150 entreprises, principalement manufacturières, mais également de services, et qui partagent en soi leurs bonnes pratiques. Donc, j'ai eu la chance peut-être au cours des années de peut-être visiter peut-être entre 130 et 140 organisations. Et ça m'a permis en soi d'identifier des entreprises qui réellement se démarquent. Donc, c'était les activités d'une journée. Donc, il était soit la présentation de la démarche, suivie en après-midi, dans le fond, d'aller voir concrètement sur le plancher en quoi ça consiste. Donc, le fait d'avoir été président du réseau d'amélioration continue, ça me permettait à ce moment-là d'aller un petit peu plus loin dans le processus. On va aller à la prochaine. Donc, en même temps, je mentionnais aussi que en tant qu'administrateur pour le RTMQ, on avait en soi également des projets. Un des projets qu'on avait, puis je pense que tout le monde se reconnaît un petit peu avant le mois de mars, c'est qu'on voulait créer en soi le fait d'avoir été en ressources humaines et avoir été également au cœur de ce qu'on appelle la pénurie de talent. On avait prévu en soi de créer, si on veut, des déjeuners
des déjeuners à ce moment-là pour partager les meilleures pratiques en termes de ce qu'on appelle attraction et fidélisation de la main-d'œuvre. Mais lorsque vous vous retrouvez avant le mois de mars avec un taux de chômage à peu près de 3 qui est maintenant rendu pratiquement entre 14 et 15, on comprenait à ce moment-là que c'était plus tellement à la mode. Il fallait se rendre à l'évidence que la pandémie, à ce moment-là, a changé complètement le cours de l'histoire. Donc, à ce moment-là, après discussion avec les membres du RTMQ, avec Frédéric également, qui va parler tout à l'heure, on regardait un peu qu'est-ce qui se faisait. Donc, on a vu qu'il y a eu beaucoup de webinaires, un peu comme on voit ce matin, beaucoup de webinaires à laquelle, donc, que ce soit des firmes de consultants, des avocats, des fiscalistes, des chambres de commerce, que ce soit l'Ordre des professionnels en ressources humaines dont je suis membre, qui font d'excellents documents, et surtout le guide de la CNESST. On s'est dit, nous, là-dedans, quel endroit on a une valeur ajoutée? Donc, on s'est dit, c'est pas évident, là. On ne voulait pas répéter en soi la même démarche. Et c'est là qu'on a fait le parallèle avec le réseau d'amélioration continue de dire, est-ce qu'on peut amener, si on veut, un guide, mais un guide, ce qu'on appelle visuel, donc à laquelle les gens peuvent en soi se reconnaître. Donc, je vais vous expliquer un petit peu la démarche qu'on a mis de l'avant. Donc, comme je vous dis, on est parti à ce moment-là d'avoir un guide visuel avec photo et également avec vidéo. Donc, j'ai fait une approche auprès des membres du réseau de l'amélioration continue et qui se compose soit de PME ou de grandes entreprises. J'ai expliqué en soi la démarche et je vous dirais qu'il y en a 28 qui ont décidé de participer. La grande caractéristique, c'est le partage, l'ouverture au partage. Donc, tout le monde en soi ont collaboré d'une façon exceptionnelle et ça m'a permis également de faire un constat. À savoir qu'est-ce qu'on retrouvait entre ce que j'appelle la PME et la grande entreprise. Je vous dirais qu'en soi, tout le monde en soi s'est connecté, ni plus ni moins. Je parle ici, j'ai parlé d'ouverture à partager, mais j'ai vu un écart significatif entre la PME et la grande entreprise. Donc, c'est sûr que la PME, puis il faut comprendre, la PME, c'est quand même ce qui nous démarque au Québec. C'est réellement ce qu'on retrouve en très grande majorité. Il y avait un problème à ce moment-là qui fait que les gens essayaient de répondre en soi aux besoins qui étaient émis par la CNESST, mais se fiaient qu'uniquement c'était suffisant. Lorsqu'on a vu parmi les meilleures pratiques, là, c'est là qu'on a vu qu'il y avait un écart significatif. De quel niveau par rapport aux ressources? Qu'est-ce que je veux dire par rapport aux ressources? Bien, souvent, la grande entreprise va avoir des gens dédiés à l'interne, soit le département des ressources humaines, des équipes d'amélioration continue, des gens en santé et sécurité, ce qui n'est pas le cas souvent dans les petites organisations. Également aussi, toute la notion de matériel. Donc, les gens, on a vu que les gens avaient de la difficulté à se procurer tout ce qu'on peut appeler de matériel de protection. Également, ils n'ont pas les mêmes budgets. Donc, plusieurs entreprises, on se pose la question si réellement vont passer à travers ou pas. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on a vu également que les gens étaient axés principalement sur les procédés, les processus, mais remettaient peut-être pas d'importance plus qu'il faut à ce qu'on appelle les clients, les fournisseurs, mais surtout et avant tout la main-d'œuvre. Parce que ramener les gens au travail, je vous dirais que c'est pas évident parce qu'il y en a qui sont pas intéressés, on sait qu'est-ce que le gouvernement met en place et ainsi de suite. Et je rajoute également pressé par le temps, parce que lorsqu'on a décidé en soi d'initier le guide ou le référentiel, il a fallu concrétiser le tout dans un environnement d'à peu près 3 semaines. Donc, c'est sûr qu'il fallait quand même aller très, très rapidement, mais je pense qu'on a livré la marchandise et vous allez voir un petit peu en quoi ça consiste. Donc, c'est, comme je vous dis, c'est réellement le référentiel des meilleures pratiques d'opération que vous retrouvez également, si vous voulez, sur le site du RTMQ. Donc, il est possible de télécharger. À l'heure actuelle, vous donnez un aperçu, il y a 1200 téléchargements, si on veut, du guide. Également aussi, il y a une section qui permet de pouvoir
se procurer, que ce soit des affiches, tout ce que vous voulez en soi qui peut aider en soi les entreprises, les gens peuvent le télécharger. Donc, qu'est-ce que couvre le référentiel? Bien, beaucoup justement de visuels en ce qui touche, mettons, soit les stationnements, l'utilisation des véhicules, les questionnaires à l'entrée, prise de température, lavage de mains, état de santé. Et c'était intéressant parce qu'on échangeait beaucoup avec les entreprises, puis il y avait des questions à laquelle, lorsqu'on parle de prise de température, il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient plus ou moins, en tout cas qui étaient un petit peu contre, si vous voulez, puis il y a eu des débats là-dessus. Je pourrais y revenir tout à l'heure. Également, beaucoup de photos en ce qui touche l'aménagement des bureaux. Donc, on voyait que des organisations, surtout dans le secteur manufacturier, on voyait beaucoup d'aménagement de bureaux, des postes en usine, des zones de circulation, et ainsi de suite. Également aussi, il y avait un volet qui est peut-être que les gens sont peut-être moins familiers. Il existe à l'heure actuelle des outils électroniques pour la distanciation physique. Donc, on faisait l'énumération des entreprises qui ont développé ces concepts-là. Et je peux continuer avec toutes les mesures sanitaires, matériel de protection et ainsi de suite. Mais comme je vous dis, c'est axé beaucoup, si on veut, sur du visuel. Et en même temps aussi, il y avait des vidéos. On peut retrouver avec le guide plusieurs vidéos, dont j'en ai un en tête à ce moment-là. On voit un dirigeant d'entreprise, un président, qui, sur une vidéo de 6 minutes et demie, nous fait vivre en soi comment ça se passe chez eux. Donc, on voit que le référentiel a créé quand même un engouement pour avoir 1200 téléchargements. Donc, après, on a pensé de dire, est-ce qu'on peut aller plus loin? C'est là qu'on a fait, si vous voulez, des webinaires. À l'heure actuelle, on a 5 webinaires qui ont été mis de l'avant. Et c'était intéressant, c'est des formules de webinaires d'1 heure, un peu semblables comme ce matin. Le webinaire en tant que tel, il y avait une demi-heure de présentation d'une entreprise qui a partagé, que j'avais pu identifier qui avait de très bonnes pratiques, suivi d'une demi-heure de questions. Et je vous dirais que, surtout si je fais un parallèle par rapport à la première ou le premier webinaire qu'on a eu, il y a eu une réaction surtout de la part des dirigeants de PME. Et un des constats d'un des entrepreneurs, il s'adressait au groupe en disant si vous vous posez la question si vous allez avoir en soi un cas chez vous, dites-vous une chose, pratiquement tout le monde va l'avoir. Surtout, on a vu par la suite que dans la région de Montréal, beaucoup d'entreprises ont vécu ce genre de situation. Donc, en voulant dire, bien, êtes-vous sûr que vous avez un protocole solide, si vous voulez? Donc, il y a eu beaucoup d'échanges. Ce que je peux rajouter également, c'est que les webinaires, on les a fait évoluer. Si je prends entre le premier et les 2 derniers, donc on les a fait virtuels. Vous aviez des présidents d'entreprise qui nous ont fait vivre la tournée chez eux de leur usine et de leur bureau. Donc, on pouvait avoir concrètement vous aviez un président à ce moment-là qui se promenait avec son téléphone et on pouvait avoir les dispositions, tout ce qu'on pouvait retrouver dans les bureaux en termes de mesures de protection. La même chose au niveau des usines. Donc, c'était quand même très, très visuel. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y avait beaucoup d'interactions, puis les gens souvent se questionnaient, puis les gens me disaient souvent des solutions que tout le monde disait, bien, je peux le mettre en pratique chez nous. J'ai un exemple en tête. On parlait à ce moment-là de tout ce qui touche l'expédition, la réception. Puis une des personnes s'est dit, bien, moi, je ne veux pas que personne rentre au niveau mes livrages, je ne veux pas que personne rentre à l'intérieur. Mais j'ai décidé de mettre des toilettes chimiques à l'extérieur. Là où les gens se sont dit, bien, c'est vrai, c'est une très bonne idée, je vais pouvoir le mettre en place chez nous. Et le dernier webinaire qu'on a fait, c'était avec une compagnie en Chine qui est dirigée par un Québécois, qui nous a fait vivre un peu la même chose au niveau du virtuel et qui, à l'heure actuelle, nous mentionnait qu'eux autres, c'est sûr que ça a commencé beaucoup plus tôt, mais qui avait quand même été très, très optimiste. Puis on avait un débat avec lui par rapport, justement, je reviens au point de prendre la prise de température et ainsi de suite. Il y en a qui nous disaient que c'était un peu comme un placebo. Et lui, ce qu'il nous disait, parce que son fils est médecin, il dit, dites-vous une chose, la journée que votre employé, à ce moment-là,
il y a un écart de température important et doit se rendre à l'hôpital le plus rapidement possible. Donc, ça, en même temps, c'était une prise de conscience par rapport aux gens qui étaient sur le webinaire. Donc, en soi, c'est un peu ça. Moi, je vous inviterais, dans le fond, à aller voir sur le site du RTNQ. Puis, vous pouvez télécharger en soi. Puis, vous avez une liste en soi des compagnies également qui ont décidé de participer à la démarche. Ça complète ma portion. Je vais laisser la parole à Frédéric. Merci. Monsieur Chevalier? Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous me voyez? Oui, c'est parfait. Je suis redémarré. Merci beaucoup, Michel. Je veux aussi en profiter pour remercier Fanny Charter qui travaille avec nous, qui est en fait, c'est elle qui a fait le guide avec Michel et elle a aussi participé au deuxième guide que je vais vous présenter, qui est un guide qui a été fait par nos collègues du créneau accord matériaux souples textiles avec le comité sectoriel textile et qui vient compléter notre guide parce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on avançait qu'on avait énormément de questions sur où on se procure du matériel, où on se procure du masque, où on se procure du désinfectant, où on se procure tout ça. Donc, on s'est mis en groupe et on a commencé à chercher. Et nos amis du créneau textile, qui sont beaucoup plus pertinents que nous dans ce domaine-là, faire des masques en métal, ça marche pas beaucoup. Et donc, eux ont pris le lead là-dessus, mais on les a supportés dans leur démarche. Donc, vous voyez les partenaires, Technique Textile qui est le lead sur le projet. Et vous voyez aussi la table des matières. Donc, effectivement, l'idée, c'est un espèce de panier bleu du matériel sanitaire fait au Québec, distribué et accessible tout de suite. Beaucoup de ces entreprises-là, en fait, on les a même, viennent avec des références, donc ces entreprises qui sont déjà utilisées par des manufacturiers québécois, c'est pour ça qu'on les a identifiées. Et donc, vous voyez un peu là tout ce qu'on couvre. Si on veut aller juste à un exemple au niveau des désinfectants, la façon dont ça fonctionne, c'est que vous avez le contact avec le contact le plus direct possible, le site web, et on a aussi des liens vers les réglementations ou des références qui pourraient vous permettre d'avoir une meilleure idée de ce que doit être le produit. Sur la slide suivante, on parlait de thermomètre. À un moment donné, je parlais avec des entrepreneurs. On se demandait, oui, est-ce que c'était effectivement une bonne idée d'avoir des entrepreneurs, mais certains commençaient à dire aussi, le problème, c'est que je n'en trouve pas des thermomètres. Puis comme on ne peut pas prendre des thermomètres qu'on met dans la bouche, il faut absolument avoir des thermomètres sans contact. Et il y a eu un moment, je ne sais pas si c'est réglé, mais il y a eu un moment où on n'en trouvait pas. Donc, thermomètre, caméra infrarouge, thermomètre numérique. Donc, vous avez là encore des contacts avec des références pour pouvoir trouver. Dernière chose, groupement d'achat, bien entendu, c'était une bonne idée. Et je pense que nos amis du textile ont une bonne idée de commencer à penser à ça. C'est que si on se met tous à acheter des masques, peut-être qu'on serait plus intelligent de les acheter ensemble plutôt que de les acheter chacun de son côté. Donc, le référentiel, le guide, c'est un groupement d'achat. Mais Richard, je pense qu'il y en a d'autres aussi, des groupements d'achat qui peuvent être intéressants. Je te laisse continuer là-dessus. Oui, effectivement. Merci, Frédéric. Juste pour signaler, on a un de nos membres qui s'appelle J2 Gestion d'approvisionnement qui a mis en ligne une plateforme gratuite d'utilisation pour aller chercher, donc, en fait, pour se procurer des équipements de protection individuelle. Donc, les équipements qui sont faits au Québec sont identifiés de façon différente, mais on sait qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent du matériel. Donc, je vous invite à aller voir ça. S'il y en a qui ne trouvent pas l'information sur le web, juste à communiquer avec moi. Vous trouverez mes informations donc, sur notre site web, moi, rblanchet.com. Et puis, l'idée, c'est dans un premier temps, de trouver ces équipements-là, puis par la suite, quand on va voir quels équipements sont les plus populaires, bien, à ce moment-là, J2, qui est une firme du Québec, pourra négocier des meilleurs prix avec les fournisseurs pour pouvoir faire donc des achats groupés. Donc, ça peut être une belle solution pour vous procurer ce qu'on appelle les EPI, les équipements de protection individuelle. Voilà.
Donc, Parfait. dernier petit point, Oui. comme vous avez vu, vous pouvez aller sur le site du RTMQ pour aller chercher les deux guides. Et comme disait Michel, on a en plus, on a sorti tout le matériel graphique de façon à ce que vous puissiez le downloader séparément. Donc, si vous avez besoin d'une des images ou d'un des posters qui est présenté, vous pouvez le prendre et l'utiliser tel quel. Peut-être qu'on pourrait aussi vérifier avec vous, Propulsion Québec, si vous voulez envoyer directement les liens aux participants. Donc, ce sera possible aussi. Parfait. Donc, quelques petites questions pour vous, messieurs, au sujet du guide du RTMQ. Le premier, c'est, bon, évidemment, les gens vont pouvoir aller voir le guide, puis voir les différents exemples de mesures qui sont recommandées. Puis, nos deux conférenciers, par la suite, vont nous donner des exemples qui ont été mis en place chez Lyon puis chez Bombardier. Mais donc, au niveau de l'implantation de ces mesures, premièrement, quel est l'ordre de grandeur de budget qu'il faut prévoir si on veut mettre en place les mesures de base qui sont recommandées dans le guide? Est-ce que vous avez estimé à peu près le coût que ça représente? Si je peux me permettre de répondre à ça, non, on n'a pas estimé le coût. C'est vraiment trop aléatoire en fonction de la taille de l'entreprise et en fonction de jusqu'où on veut aller. À savoir, par exemple, si vous voulez implanter si par exemple pour avoir de l'eau, les fontaines d'eau, si vous n'avez pas de système qui permette d'activer la fontaine d'eau avec le pied, puis que vous voulez changer votre fontaine d'eau, c'est ce qu'ont fait beaucoup d'entreprises. Il y a un coût qui est plus important que simplement de mettre une bouteille de désinfectant dans l'entrée du bureau. Donc, c'est un peu difficile de le coster. Il y a beaucoup de petites choses qui coûtent rien. Et puis, il y a certaines choses qui peuvent être plus coûteuses. Est-ce qu'il y a des programmes gouvernementaux ou des aides gouvernementales qui permettent de couvrir une partie des coûts associés à la mise en place de ces mesures en ce moment? Moi, je vous dirais, je ne suis pas nécessairement au courant, mais je reviens un petit peu par rapport à ce que Frédéric a mentionné. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été mises de l'avant qui étaient réellement à très faible coût. C'est tout simplement si les gens pouvaient réfléchir de quelle façon ils pouvaient se protéger. Puis souvent, ce n'est pas une question, comme exemple, pour ouvrir des portes. À ce moment-là, c'était quelque chose qui était très, très simple, qui ne coûte pratiquement rien, mais qui était drôlement efficace. Donc, la personne pouvait se le procurer pour quelques dollars. Vous avez un autre endroit qui est une entreprise en soi qui a décidé de convertir son usine en 12 sections. Qui veut dire quoi? Donc, départager son usine en 12 sections, c'est que s'il y avait un cas de contamination, il y avait 11 sections qui continuaient à opérer. Ça pouvait être aussi bien également de modifier les horaires de travail, d'avoir des équipes de jour, de soir et peut-être créer des équipes de nuit. Ce n'est pas nécessairement des coûts en termes de ce que j'appellerais d'équipement ou quoi que ce soit, mais c'est ça, les équipements de protection, c'est les mêmes équipements de protection que tout le monde doit se procurer, là. Que ce soit des visières, des masques et ainsi de suite. Mais il n'y a pas nécessairement de coût majeur. La seule chose, c'est le manque de ressources à l'interne. Comme j'ai mentionné, le PME n'a pas nécessairement des gens en santé et sécurité, en ressources humaines ou autres. C'est demandant pour un entrepreneur. C'est ça qu'il faut considérer. Parfait, merci bien. Écoutez, on va passer à la section suivante, donc à la présentation de M. Packwood. M. Packwood, je vous invite à activer votre micro, puis M. Labrec et M. Chevalier, je vous invite à vous mettre sur mute et activer votre caméra. Bonjour tout le monde. Jean-François Packwood, directeur général de l'usine Bombardier Transport L'Apocatière. Ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui un aperçu des mesures de prévention qu'on a mis à l'usine de Bombardier L'Apocatière. Bombardier le Transport L'Apocatière, c'est quoi? C'est une usine qui est en fonction pour Bombardier depuis 1974. On est environ 400 employés à l'heure actuelle. Comme vous voyez, la deuxième image en bas, on a doté d'une piste d'essais dynamiques d'un peu plus de 800 mètres pour faire des essais dynamiques des trains avant de les envoyer à la STM.
On est doté d'une cellule soudage laser robotisée. C'est le seul équipement du genre pour Bombardier Transport dans les Amériques. Donc, on est spécialisé en soudage à la Pocatière. La première voiture qu'on a faite à l'époque, c'était un métro de Montréal. Et l'image que vous voyez, c'est le train Azur qu'on fabrique à l'heure actuelle. Donc, on est fiers de dire à la Pocatière qu'on fait le plus beau métro du monde. Pour ceux qui ont eu la chance de le prendre, vous allez être d'accord avec moi. Un élément clé qu'on a mis en place à la Pocatière dès le départ, dès le mois de mars, c'est qu'on a mis un comité de pilotage en place, simplement 4 personnes multidisciplinaires, dont je fais partie. À partir de ce moment-là, on s'est rencontrés quotidiennement. On a revu des cas, on a revu des stratégies, on a revu les mesures en place, puis on s'est constamment ajusté. Puis ce comité de pilotage-là, quotidiennement, est en contact avec le comité de direction et le syndicat. Donc, ça permet d'échanger très rapidement l'information, puis ça permet vraiment d'être proactif puis de s'ajuster continuellement parce que Dieu sait qu'avec le COVID-19, ça change, ça évolue de jour en jour. Le comité, je pense que c'est vraiment un élément clé pour nous à la Pocatière d'avoir, puis d'ailleurs, il est toujours en place. Les activités à la Pocatière, on avait cessé le 25 mars, puis on a repris les activités le 4 mai. Avant de pouvoir recommencer, on a dû s'assurer qu'on rencontrait une liste de critères établis par Bombardier puis qui était alignée avec les requis de l'Institut national de santé publique du Québec. Donc, c'est une liste très, très complète à rencontrer. On a travaillé d'arrache-pied durant l'arrêt avec un minimum de ressources pour être capable de se positionner pour être capable de recommencer le travail de façon sécuritaire. Je suis très content, je suis très heureux de dire qu'on n'a aucun cas de COVID-19 déclaré positif à l'usine de la Pocatière. Et très rapidement, dès la deuxième semaine, on est revenu à une cadence de production à une voiture de 2 jours sur le métro de Montréal, donc capacité maximale. Donc, la reprise du travail a été super bien faite grâce à la participation de vraiment tous les employés. Un élément, comme toutes les autres entreprises, c'est qu'on encourage le télétravail. Donc, à l'heure actuelle, on est environ 30 des employés de bureau qui sont en télétravail. On fait une rotation des employés qui sont à la maison versus ceux qui sont à l'usine. Puis, bien sûr, avec une cadence de production, une voiture de 2 jours, ça nous prend du support à la production. Donc, on alterne comme ça. Un des outils qu'on utilise, c'est le logiciel Teams qui nous permet d'avoir des interactions un peu plus intéressantes avec les équipes. C'est favorable de se voir plutôt qu'au téléphone. Donc, c'est un outil qu'on exploite beaucoup à l'heure actuelle. À la Pocatière, ce qu'on demande aux employés, chaque jour, ils doivent s'auto-évaluer, savoir s'ils ont des symptômes. Et s'ils ont des symptômes, on ne veut pas qu'ils se présentent au site, on veut qu'ils appellent santé publique. De là, ils sont dirigés. Mais ce qu'on veut éviter, c'est qu'ils se présentent. Donc, à chaque jour, les employés doivent auto-évaluer leurs symptômes et se présenter par la suite. Ce qu'on a fait, on a créé un pamphlet, c'est un one-pager recto-verso, avec les consignes de base à respecter. Lors du retour au travail, le 4 mai, on a remis un pamphlet à chacun des employés à leur arrivée pour qu'ils sachent dans quel environnement ils s'en venaient puis comprendre l'importance de respecter les consignes. Par la suite, on a implanté un livret. Tu peux aller à l'autre page, Victor, s'il te plaît. Dans la première journée que les employés revenaient au travail, ils ont été rencontrés par le gestionnaire et un livret de 36 pages explicatif de toutes les consignes, toutes les mesures qui ont été mises en place. Encore là, pour que l'employé comprenne exactement ce qu'est l'environnement de travail, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir le COVID-19, il a été expliqué. Donc, à partir de la première journée, l'employé est en mesure de comprendre exactement dans quel environnement il était et qu'est-ce qui est important de respecter. On a fait aussi, on a reconfiguré l'entrée des employés pour avoir un point de contrôle unique. Avec l'avantage de faire un filtre de les employés qui rentraient dans l'usine pour leur rappeler les mesures de base, les mesures de distanciation. S'assurer aussi que les gens n'arrivaient pas de d'autres régions, parce que les gens qui voyageaient d'autres régions, on les mettait à ce moment-là en quarantaine. Fait qu'on voulait s'assurer que ce soit respecté. Et s'assurer que les gens fassent leur auto-évaluation. Donc, le point de contrôle unique nous permet beaucoup d'implanter la rigueur puis de toujours mettre l'emphase de chaque jour sur la prévention.
On est en évolution à l'heure actuelle. On va s'en aller vers un autre modèle, mais le point de contrôle unique était en place depuis la réouverture le 4 mai. On a mis, bien sûr, des stations de lavage pour les mains à différents endroits dans l'usine, dont les points d'entrée, et les employés doivent laver obligatoirement leurs mains à l'entrée et à la sortie. On a mis des stations de désinfection dans les bureaux, dans l'usine, et les employés doivent désinfecter leur station de travail 2 fois par jour. Ou lorsqu'il y a un nouvel équipement qui leur arrive dans leurs mains, on demande de l'éviter, mais par exemple, des outils qui s'en vont au lab de calibration qui reviennent, c'est l'employé qui les utilise qui est obligé de les nettoyer pour s'assurer qu'il n'y a pas eu un oubli entre les deux. On a reconfiguré les bureaux, comme beaucoup d'autres entreprises. Donc, on a relocalisé des gens. On a mis des flèches au sol pour indiquer le sens à utiliser pour éviter que les gens se croisent. On a fermé des corridors. On a mis des pastilles pour toujours rappeler le 2 mètres. L'élément majeur au niveau de l'usine, c'est qu'on a déplacé beaucoup d'employés qui étaient de jour auparavant. On les a mis sur le quart de soir. Et aussi, le quart de jour auparavant débutait toujours à 7 heures. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a étendu l'entrée au site sur une période d'1 heure et demie. Donc, on avait des gens qui arrivaient à 6h15 jusqu'à des gens qui arrivaient à 7h30. Donc, par incrément de 15 minutes. Ce que ça a permis de faire, c'est d'éviter d'avoir un regroupement des employés à l'entrée et à la sortie. Mais également, avec le point de contrôle qu'on a mis, c'est beaucoup plus facile de passer des messages, de s'assurer que les gens comprennent, puis de focusser toujours sur la rigueur. Donc, c'est un élément très, très important d'avoir séparé les gens de mettre le chiffre de soir puis d'avoir étendu le chiffre de jour. Ça, c'est très important. Puis, on s'est assuré aussi de garder un écart entre le chiffre de jour et de soir de façon à ce que les gens ne se croisent pas. Bien sûr, ce qu'on veut, c'est que les gens ne travaillent pas dans une distance plus petite que 2 mètres, mais dans le cas que ça arrive, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des analyses de risque et de là, on va décider des EPI que les gens doivent porter pour prévenir. Donc, ça va être soit le port du masque, soit le port de la visière, soit le port de la combinaison ou un ensemble de ça. Mais c'est l'analyse de risque spécifique à la situation qui dit qu'est-ce qui doit être porté comme EPI. Ici, on a des exemples d'employés qui portent des équipements de protection individuelle. Peut-être la troisième image à partir de la gauche, vous voyez que dans certaines situations, on ne peut éviter de 2 mètres. Donc, ici, on a 2 employés qui travaillent dans une loge, qui font de l'assemblage d'une loge du contrat Edmonton. Vous voyez qu'ils sont en dedans de 2 mètres. Donc, vous voyez qu'ils portent des masques. Ils s'y portent uniquement des masques parce qu'ils vont le faire ils ne seront pas dans une distance de 2 mètres minimum pendant plus que 15 minutes. Si ça avait été le cas, il aurait porté une combinaison complète comme le monsieur à droite. Ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de mettre des barrières physiques. Dans l'image de gauche, on voit un rideau transparent qui permet à l'employé de gauche et celui de droite de ne pas être en contact. Puis, on a installé aussi des panneaux de polycarbonate à de nombreux endroits. Ici, on voit un polycarbonate installé dans le bureau d'accueil pour éviter que les visiteurs soient en contact direct avec le gardien. La cafétéria, on a beaucoup fait de réaménagement. On a réorganisé les tables. On a enlevé beaucoup de chaises. On a identifié avec des points verts les endroits où les gens peuvent s'asseoir. On a suspendu temporairement le service alimentaire. Donc, les gens doivent emmener leur lunch. On a fermé toutes les distributrices, les machines à café. Tout ce qui reste, c'est les micro-ondes qui sont disponibles puis les gens doivent les désinfecter avant et après utilisation. On a fermé également la cafétéria sur toute la journée. On l'ouvre juste sur l'heure du midi. Auparavant, elle était ouverte pour les gens pour qu'ils puissent aller prendre leur pause. Et ce qu'on a fait finalement, c'est la cafétéria n'est accessible que pour les gens de l'usine. Les gens de bureau doivent manger à leur poste de travail dans les bureaux. On a acheté des fontaines sans contact. Donc, les gens doivent emmener leurs bouteilles et puis ils peuvent recharger leurs bouteilles sans avoir aucun contact. Ce qu'on fait également, on peut déployer beaucoup d'initiatives, mais si on ne contrôle pas, la rigueur peut vite descendre et les gens ont tendance naturelle à se regrouper et c'est tout à fait normal. Donc, ce qu'on fait, on a mis en place des audits de contrôle. Donc, chaque membre de gestion doit faire 2 audits par semaine pour s'assurer de passer le message que c'est important de continuer. Puis en même temps, ça permet de capter des non-conformités. Si vous voulez, par exemple, suite à des audits, on a ajouté des barrières physiques.
On a ajouté des stations de nettoyage et ainsi de suite. Donc, ça permet de capter des défaillances qu'on n'aurait pas vues avant. Là, je m'en voudrais dire, j'ai oublié de le dire quand on a passé sur le pays, mais notre centre de prototypage de Bombardier Transport à Saint-Bruno a fabriqué 40 000 visières pour le système de santé et on en a bénéficié aussi, nous autres, à l'usine. On en a que nos travailleurs utilisent. Puis on a une usine de tonne 2B également qui fabrique des respirateurs à l'heure actuelle pour le système de santé. Donc ça fait un aperçu, bien entendu, il y a beaucoup d'autres mesures mises en place, mais le focus, c'est toujours le 2 mètres, le lavage des mains. On interdit le regroupement de plus de 10 personnes. On ne veut pas que les gens se prêtent des outils. Comme mentionné tantôt, nous autres aussi, on essaie que les gens ne se mélangent pas entre les secteurs. Comme ça, s'il y a un cas positif, ça va être plus facile à gérer puis on n'impacte pas la production complète. On a mis en quarantaine les gens qui voyageaient dans d'autres régions. À l'heure actuelle, on est en train d'élargir les régions que les gens peuvent aller dedans si c'est essentiel d'y aller. Chaque visiteur qui vient sur le site, ça doit être absolument essentiel et c'est sous mon approbation, sinon il n'y a pas de visiteurs. Puis une mesure qui est très coercitive pour les gens, due à la localisation du site de l'application, c'est le covoiturage. Ça, c'est très irritant pour les gens. À partir de la semaine prochaine, pour les gens qui ne pourront pas et qui ne peuvent pas covoiturer, on va élargir un peu on va assouplir un peu, on va tolérer que les gens puissent covoiturer, mais selon des paramètres très bien définis. Puis on est à l'affût aussi des outils, des nouvelles technologies qui pourraient nous aider, comme des bracelets qui pourraient respecter 2 mètres ou la prise de température. Fait que ça, on est aux aguets. Mais bref, je suis très satisfait de ce qu'on a accompli jusqu'ici à l'usine de l'applicateur. C'est grâce à la concertation employés, syndicats, usines, on a une super belle collaboration entre tout le monde. Puis, je vous dirais que la clé pour moi, c'est le comité de gestion qu'on a mis en place, qui revoit les points quotidiennement. Le COVID-19 évolue tellement rapidement que d'avoir un comité comme ça qui pilote, pour moi, je vois vraiment ça comme une clé. Fait que ça fait le tour d'un aperçu des activités qu'on a mis en place. Merci beaucoup. Justement, on a eu une intervention de M. Chouinard de Rheinmetall Canada qui répondait un peu à ma question dans la première partie, que le plus grand coût pour leur entreprise, c'était le temps des employés consacré à la désinfection des stations de travail et des outils. Est-ce que vous aussi, là, monsieur Packwood, vous l'avez mentionné, il y a énormément d'activités de désinfection qui sont faites. Est-ce que vous confirmez que pour vous aussi, ça représente un temps important et un coût aussi également dans toutes vos mesures? Bien, en fait, oui, on a rajouté des gens pour faire le nettoyage. Je ne l'ai pas mentionné, mais on a rajouté des gens pour faire le nettoyage des portes, des comptoirs, des imprimantes, des poignées de porte. Fait qu'on a des gens qui circulent constamment pour faire le nettoyage. À la cafétéria, l'heure du dîner, on a quelqu'un qui passe en arrière de chacune des personnes nettoyer les tables. Au niveau des coûts, ce qu'on a essayé de faire, c'est oui, c'est des coûts additionnels, mais on a essayé de les amoindrir en limitant d'autres activités ailleurs. D'accord. Puis, vous avez parlé donc du questionnaire d'auto-évaluation que chaque employé doit remplir tous les matins ou tous les jours avant de se présenter à l'usine. Est-ce que ce questionnaire-là, il est en ligne, puis l'entreprise enregistre une copie de ce questionnaire-là à chaque fois qu'un employé le remplit, ou c'est plus un questionnaire pour l'employé en tant que tel et qui le concerne? Non, c'est plus, à l'heure actuelle, c'est plus un questionnaire pour l'employé en tant que tel. On ne demande pas de nous le remettre. Je suis en contact avec certaines entreprises qui utilisent une version sur le web, mais pour l'instant, nous, on ne fait pas ça. On a focusé à avoir un contrôle à l'accès sur le site jusqu'à présent. D'accord. Puis, vous avez parlé des visiteurs, donc où c'est vraiment vous, à titre de directeur général, qui approuvez les différents visiteurs qui sont vraiment essentiels. Oui. Est-ce qu'il y a des mesures particulières qui sont mises en place pour les visiteurs? Est-ce que souvent, s'ils viennent d'une région externe, etc., ou est-ce qu'ils suivent le même protocole que les employés? Non, tout à fait. On a un protocole particulier pour les visiteurs. On a un training spécial pour les visiteurs. Puis, bien sûr, dépendamment, si j'ai un fournisseur qui vient de la pocatière, on en a qui viennent à tous les 2 jours faire des travaux sur les véhicules.
ne sont pas gérés de la même façon qu'un visiteur, mettons, qui viendrait de la région de Montréal. Dans le cas que j'avais un visiteur d'une région chaude, qu'on appelle, ce qu'on fait, c'est qu'on ne veut pas qu'il soit en contact avec les employés d'usine. Donc, si on est absolument obligé de le faire dans certaines situations, ce qu'on va le faire, on va faire les travaux soit de nuit pour que la personne soit toute seule avec un équipement complet de protection, combinaison, visière, masque, gants, tout au complet, avec des mesures spéciales. Mais on essaie vraiment d'avoir personne des régions chaudes. Si c'est le cas, il y a vraiment des mesures additionnelles qui sont beaucoup plus restrictives que les employés qui viennent travailler à chaque jour. D'accord. Puis une dernière question. Vous avez parlé du réaménagement des chiffres de jour et de nuit, puis vous avez notamment mentionné, puis on le voyait sur l'horaire, qu'il y a un écart d'une demi-heure entre le chiffre de jour et le chiffre de nuit pour éviter que les employés se croisent. Oui. Est-ce que ça a créé des enjeux opérationnels sur les lignes d'assemblage ou sur les opérations d'avoir cet écart-là, ou est-ce que ça s'est bien géré? Ben, en fait, ça donne des défis de gestion additionnels. Puis ça peut impacter un petit peu les coûts parce qu'on est obligé d'emmener de la supervision de soir. Mais ce qui est au niveau de la performance, non, ça n'a pas affecté. Comme je le disais tantôt, dès la deuxième semaine, on avait déjà repris notre cadence maximale de production pour ce projet-là, qui est une voiture de 2 jours. Donc, on a déplacé des activités, mais ça n'a pas eu d'impact sur nos livraisons, pas du tout. Parfait, merci. Donc, il y a notamment monsieur Lecomte de AdEnergy qui nous dit qu'eux, de leur côté, ils ont créé un formulaire avec Microsoft Forms en ligne les réponses de chaque employé se cumulent dans un fichier Excel automatiquement à tous les jours. Donc, j'imagine qu'il fait allusion au questionnaire d'auto-évaluation. Donc, eux, de leur côté, c'est un exemple où toutes les réponses sont conservées. Ah, bien ça, Merci. Ça peut être un beau partage éventuellement. Parfait. Parfait. Donc, merci donc pour vos interventions. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions ou à faire vos commentaires ou à donner des exemples donc sur l'outil de clavardage pour les questions-réponses. On va passer maintenant à la présentation de Madame Grégoire. Madame Grégoire, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Mélissa Grégoire, la directrice des ressources humaines de chez la compagnie électrique Lyon. Alors, aujourd'hui, je suis ici pour parler des mesures mises en place chez la compagnie électrique Lyon à Saint-Jérôme. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est donc situé à Saint-Jérôme. On a une usine à Saint-Jérôme et on a des employés également aux États-Unis. On n'a pas nécessairement d'usine aux États-Unis. On a un petit service center où on a mis les mêmes mesures en place. Donc, je vais parler juste de Saint-Jérôme, là, mais ça va s'appliquer vraiment pour nos 2 endroits. Donc, actuellement, à Saint-Jérôme, on est 300 employés, puis une vingtaine aux États-Unis. Alors, dans la présentation, je vais avoir 3 différents volets. Un volet qui est plus au niveau bureau, un volet qui est plus au niveau usine, puis un volet qui est plus au niveau de la livraison. Donc, en fait, dès l'annonce de la fermeture, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé tout le monde de la portion administrative, donc la portion bureau, on les a envoyés en télétravail. Donc, évidemment, on n'avait pas nécessairement une politique de télétravail qui était mise en place. On n'avait pas non plus nécessairement l'infrastructure. Donc, on a dû mettre en place une politique très rapidement pour être sûr qu'on puisse donner des barèmes clairs et précis à tout le monde pour s'assurer qu'il y a une continuité au niveau des opérations. Donc, pour la portion administrative, là, on parle vraiment plus des gens au niveau de recherche et développement et ingénierie qui ont pu continuer les activités. Donc, on n'a pas eu nécessairement un impact au niveau de notre recherche et développement puisque tout le monde pouvait travailler de la maison. On a dû évidemment mettre à pied quelques assembleurs au niveau de l'usine. On parle d'environ 85 personnes. Et puis, on a eu par contre la chance d'avoir une permission gouvernementale qui nous a permis de continuer notre développement de prototypage. Donc, dès le début, on a eu à faire face à des mesures à mettre en place à l'interne là, pour qu'on puisse s'assurer qu'il y ait une distanciation, puis s'assurer aussi qu'on n'ait pas de cas à l'usine. Donc, pendant cette période-là, là, où on avait cette permission-là au niveau du prototypage, on parlait d'une vingtaine de personnes qui étaient sur site. Et puis, on contrôlait là, la liste des personnes qui étaient sur site. Personne ne pouvait se présenter s'il n'avait pas de permission spéciale et s'il n'était pas non plus accepté. Alors, au retour au travail au 11 mai,
c'est là qu'on a vraiment mis plus notre politique complète en place, étant donné que là, on ramenait tous les assembleurs sur place à l'usine, ainsi que génie industriel, qualité, support manufacturier. Donc, on parlait quand même de plusieurs personnes, environ 150 personnes. Donc, pour qu'on puisse réussir dans nos mesures, on a mis en place la politique, on l'a envoyé à tout le monde. Et puis, pour être sûr que tout le monde comprenne bien aussi ce qu'on faisait, on a appelé tous les employés un par un. Donc, nos 300 employés, on les a appelés un par un pour leur expliquer les procédures, qui restait à la maison, qui revenait au travail, pourquoi on les laissait à la maison, pourquoi on les faisait revenir au travail. Et puis, en même temps, on a pu répondre à toutes leurs questions au moment de l'appel. On a également fait une vidéo pour montrer les nouvelles procédures qu'on avait mises en place. Donc, on a fait différentes portions de vidéos qui expliquaient vraiment à tout le monde qu'est-ce que ça allait être la nouvelle vie Lyon avec les nouvelles mesures mises en place. Donc, si on regarde, c'est la diapositive, on voit certaines mesures qu'on a mises en place. Alors, on a un peu comme chez Bombardier, là, on contrôle l'accès à l'usine et au bureau. Alors, on a seulement 2 portes qui sont maintenant accessibles et à ces portes-là, là, il y a un contrôle qui est fait avec une courte entrevue sur l'état de santé de chacun. Donc, on va poser des questions qui sont relatives au coronavirus. Même si on voit ces gens-là à chaque jour, on répète toujours les mêmes questions et on refait toujours le même contrôle parce qu'on veut justement s'assurer que personne ne présente aucun symptôme ou même qu'il s'en soit rendu compte ou pas rendu compte, on va continuer là, de poser les questions. Donc, pour les heures de travail de l'usine, on les a divisées en 3 quarts différents. Donc, l'arrivée se fait entre 6h et 7h30. Et puis, on a également instauré des dîners divisés. Alors, ça nous évite d'avoir des plus gros rassemblements. On a vraiment des petits rassemblements qui sont très bien contrôlés aussi. Et puis, on a également instauré au niveau de l'usine l'horaire 4-10. Donc, 4 jours de travail du lundi au jeudi et puis sur 10 heures au lieu de faire du lundi au vendredi. Fait que ça nous assure encore là qu'il y a encore moins de monde là, présent à l'usine une portion du temps. Ensuite de ça, pour tous ceux qui travaillent, le télétravail, en fait, a été continué là, pour toute la portion administrative qui n'ont pas besoin d'être présents à l'usine. Et puis, ceux qui sont au bureau, évidemment, là, ils vont passer le point de contrôle. On va leur poser des questions encore une fois. Et puis, ensuite de ça, il y aura le lavage des mains. Donc, portion bureau, on les envoie directement aux toilettes. Et puis, portion usine, là, on a installé, comme on le voit sur la photo, là, on a installé des lavabos pour pouvoir se laver les mains, qui est juste en arrière du point de contrôle avec la responsable de la SST. Donc, pour s'assurer aussi du contrôle dans l'usine, pendant la journée, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait un petit comité. Donc, le comité là, qui est responsable, et il y a la Cordo SST, évidemment, il y a les représentants à la prévention. Et puis, il va y avoir aussi les superviseurs. Donc, ils vont s'assurer de faire des tournées quotidiennes dans l'usine et également des petits spot checks au bureau pour être sûr que la distanciation est respectée, mais aussi que les mesures sont respectées. Donc, le port du masque ou de la visière, il est bien respecté. Ensuite de ça, on a mis de l'identification et marquage au sol. Donc, ce qu'on a fait, là, c'est qu'on a condamné des allées et venues. On a vraiment fait des passages et puis on a mis aussi des lignes pour respecter le 2 mètres de distanciation. Au niveau de l'usine, on a du Purell, du Lysol aussi qu'on va fournir pour la désinfection des outils parce que certains outils qu'on va partager entre assembleurs ou entre techniciens. Au niveau du bureau, bien, chaque personne est responsable de nettoyer son espace de travail. Par contre, encore là, on fournit Lysol et Purell. Et puis, ensuite de ça, on a quelqu'un qui est dédié au nettoyage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un assembleur en rotation. On ne prendra pas toujours le même pour ne pas trop nous affecter. Donc, il va être responsable d'aller vraiment nettoyer toutes les aires communes, là, que ce soit au niveau des cafétérias, au niveau des toilettes, des poignées de porte, des imprimantes aussi, même des machines à café là, qui sont disponibles pour tout le monde. Donc, ça, c'est bien important là, que ça soit fait à chaque jour et à intervalles réguliers. Donc, il va y avoir une tournée qui va être faite à chaque 2 ou 3 heures, là, dépendamment de la disponibilité. Et puis, ensuite de ça, je suis toujours à la deuxième diapo. Ensuite de ça, on a également condamné certaines places. Donc, on a condamné les plus petites cafétérias pour s'assurer qu'il n'y ait pas de risque
de proximité. On a également condamné toutes les salles de réunion parce qu'on voulait s'assurer justement qu'il n'y ait pas de gens qui soient ensemble là, pendant de nombreuses heures. Et puis, évidemment, pour les cafétérias, bien, comme chez Bombardier, là, on a retiré des chaises, on a mis des chaises qui sont à distance de 2 mètres minimum. Et puis, donc, dans l'usine, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a également instauré le port du masque et ou de la visière en tout temps. Donc, que ce soit pour 2 minutes, 2 heures ou toute la journée, la personne doit porter un masque. Alors, pour ce faire, ce qu'on a fait, c'est qu'on fournit le masque lavable ou la visière et ça, on laisse le choix à la personne selon son niveau de tolérance, est-ce qu'elle veut porter le masque ou est-ce qu'elle veut porter la visière. Et puis, chaque personne, par contre, est responsable de nettoyer son équipement. Alors, la personne part avec à la maison et puis on s'attend là, évidemment à ce que la personne fasse tout en œuvre là, pour qu'il n'y ait pas de risque d'infection, de contamination, en fait. Donc, pour la portion bureau, ce qu'on a fait là aussi au niveau des places assises, c'est qu'on a revu les installations, donc personne en avant, personne à côté. Et puis, jusqu'à maintenant, ça fonctionne très bien comme ça parce qu'on a réduit vraiment l'effectif au niveau du bureau. Ensuite de ça, si on regarde la 3e diapositive, alors la livraison, là, ce qu'on a fait, c'est que pour toute livraison, en fait, là, le technicien qui est responsable de faire la livraison, une fois qu'il rentre et qu'il sort du véhicule, il doit désinfecter. Donc, à chaque début et chaque fin, il doit désinfecter. Alors, le technicien a toujours son petit kit de masque, purel, gants et désinfectant. Et à ce moment-là, il va s'assurer de tout faire la désinfection. Ensuite de ça, on va mettre un petit pamphlet là, qui assure qu'on a fait la désinfection en bonne et due forme dans le véhicule avant d'être donné au client. Et puis, évidemment, pour qu'on puisse continuer nos mesures de prévention au niveau des véhicules, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait également un petit kit de départ pour les chauffeurs qu'on laisse sur place là, dans le véhicule, qui comprend un masque, qui comprend également un lysol et un purel. Donc ça nous assure là, de pouvoir continuer nos mesures de prévention, même quand on ne sera plus là pour les continuer. Et puis, ensuite de ça, pour la livraison, étant donné que c'est quand même quelque chose qui est un très bel événement puis qu'on tient quand même à souligner malgré le coronavirus. Donc, ce qu'on fait, là, c'est qu'on a, si on voit à la dernière diapositive, on va le voir, mais on a créé la main, en fait, c'est 2 mains avec l'aide d'un bâton. Donc, chaque personne a son 2 mètres de distance avec sa main, puis ils vont se tenir la main. Ils vont se serrer la main de façon symbolique là, avec les bâtons. Et puis, pour le training de l'utilisation du véhicule, bien là, évidemment, on ne pouvait plus le faire sur place comme on le faisait avant. Donc, on fait des formations virtuelles suite à l'arrivée du nouveau véhicule qu'on va envoyer à la suite de la livraison. Donc, ça nous assure quand même qu'il y a une continuité dans nos opérations puis dans notre service qu'on donnait, mais évidemment de façon différente. Puis, si on résume le tout, là, dans le fond, la clé de notre succès pour nous, ça a vraiment été la communication, la transparence et le travail d'équipe. Tout au long de la crise, on a fait des communiqués à intervalles réguliers à tout le monde pour faire un suivi de chaque événement. Dès qu'il y avait une nouvelle, on la diffusait. On a même été jusqu'à aider là, à faire les demandes de PCU pour vraiment s'assurer qu'on prenait tout le monde par la main du début à la fin pour minimiser évidemment les impacts au niveau de l'anxiété aussi des gens. Et puis, on a également créé un groupe Facebook privé qui comprenait tout le monde, y compris les personnes qu'on avait mises à pied pour être sûr qu'ils puissent recevoir toutes nos communications. Donc, à ce moment-là, ce qu'on a fait, là, c'est que dès qu'on avait une communication qu'on envoyait par courriel, on la transmettait également sur Facebook pour s'assurer qu'on ait une continuité. Puis, en créant aussi le groupe Facebook, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a fait participer en nous donnant leurs idées, leurs pratiques, qu'est-ce qu'ils faisaient à la maison, comment ils s'en sortaient. Donc, ça nous a permis aussi de garder un lien avec eux, de garder une relation avec eux. Puis, une fois qu'ils sont revenus, mais après ça, ça a juste été une bonne continuité. Donc, aujourd'hui, on est content de dire qu'avec toutes les mesures de contrôle qu'on a mis en place, on n'a toujours aucun cas de coronavirus qui a été détecté. Donc, pas de cas positif et puis pas de risque d'infection nulle part au bureau. Alors voilà, ça complète ma présentation.
Merci beaucoup. Donc, je vois que le temps est passé vite. On va prendre encore quelques minutes, le temps de pouvoir échanger sur quelques questions. Puis j'inviterai tous les participants à ne pas hésiter lorsque je vais poser des questions à Mélissa ou à Jean-François, éventuellement, de donner leurs exemples aussi ou de répondre à travers l'onglet de clavardage. Là, c'est toujours très apprécié d'avoir des exemples des participants. Mélissa, selon vous, quelle a été la mesure la plus difficile à accepter ou à implanter pour les employés, avec laquelle vous avez eu plus de, je ne vais pas dire de résistance au changement, mais peut-être de difficultés à implanter? Oui, ça a été le port du masque obligatoire en tout temps à l'usine. Puis la raison est très simple, c'est pas nécessairement très agréable de travailler avec un masque et des lunettes. Là, ça crée de la buée, ça crée de l'inconfort chez les employés. Donc, tous les gens coopèrent très, très bien, mais c'est sûr qu'il a fallu répéter, il a fallu faire aussi des petites tournées constantes là, à chaque heure pour être sûr que personne n'enlevait son masque ou sa visière. Jean-François, est-ce que c'est la même chose pour vous? Vous avez remarqué d'autres irritants chez vos employés chez Bombardier? Je dirais, je l'ai couvert un peu tantôt, mais chez nous, c'est sûr qu'avec l'emplacement géographique de l'usine, le covoiturage est un irritant majeur pour les gens. Parce que j'ai des gens qui voyagent 1 heure par jour en auto. Donc, ça, c'est un irritant majeur. C'est le principal. Puis à l'actuel, la chaleur vient d'augmenter. On a restreint l'utilisation de ventilateurs. On est en train d'essayer de s'ajuster. C'est un autre irritant qu'on a. C'est les deux principaux. Puis le 2 mètres, c'est sûr que naturellement, les gens ils ont tendance à vouloir se rapprocher. Fait que c'est tout le temps de rappeler le 2 mètres. C'est continuel. C'est pas de la mauvaise foi, c'est plus qu'on est habitué d'aller vers les gens. Donc, c'est des restreindre cet aspect-là. D'accord. Mélissa, est-ce que vous pourriez nous dire un peu à quoi ressemble le protocole que vous auriez mis en place en cas de détection d'un employé infecté? C'est une question de Martin Couillard. Oui, en fait, si on a quelqu'un qui est infecté, bien évidemment, il est immédiatement mis en quarantaine dans notre infirmerie. On a la coordonnatrice SST là, qui va prendre en charge cette personne-là. Et puis, nous, on ne peut pas faire nécessairement de section. Alors, s'il y a une personne infectée, il faut réagir très, très rapidement. On a aussi le numéro de la CNESST qu'on va appeler pour qu'on puisse avoir un petit peu plus d'informations sur la suite des choses pour cette personne-là. Mais nous, de notre côté, on la met en quarantaine, on désinfecte tout. Et puis, évidemment, quand elle va retourner à la maison, cette personne-là va devoir être testée et elle ne pourra pas revenir tant qu'elle ne sera pas testée. Et puis, de notre côté, bien, c'est sûr qu'au niveau des opérations à l'usine, comme je dis, c'est la désinfection totale et complète. D'accord. Est-ce que Jean-François, pour vous, c'est similaire ou est-ce qu'il y a d'autres mesures dans votre protocole? Non, c'est très similaire. On a fait un process mapping, mais c'est très, très similaire. Et heureusement, on n'a pas eu l'utiliser encore, fait qu'on se croise les doigts. On croise les dents pour que ça n'arrive pas. Exact. D'accord. Puis, j'avais une dernière question, je m'excuse, je l'ai oublié, mais est-ce que, oui, non, c'est ça. Est-ce que vous avez, pour l'identification des mesures à mettre en place, puis pour identifier les outils ou le matériel nécessaire, etc., est-ce que vous avez fait affaire à des partenaires externes, des consultants en santé et sécurité ou d'autres partenaires externes, ou tout s'est fait à l'interne avec vos équipes des ressources humaines, puis les différents coordinateurs SST qui sont présents dans les usines? Comment vous y êtes pris? Ben, pour notre Lisa, part, d'abord? oui, pour notre part, ça s'est fait à l'interne. Donc, on s'est, comme j'avais dit là, tout à l'heure, c'est vraiment un travail d'équipe au niveau de la SST, au niveau des ressources humaines. On a travaillé ensemble avec la direction pour pouvoir mettre en place nos mesures, nos politiques. Et puis, avec l'approvisionnement, là, on a été vraiment chercher le plus de stock possible pour qu'on soit prêt. Puis, c'est sûr qu'on a été, on s'est fié aussi là, sur le guide de la CNESST, on s'est fié aussi sur le guide de l'Ordre des conseils de ressources humaines. On a participé aussi à quelques webinaires là, pour nous donner aussi des idées et les meilleures pratiques là, qui étaient en cours. D'accord. Jean-François, vous, de votre côté? Encore une fois, très similaire. Nous autres aussi, on a fait participé à des webinaires. On s'est fié à l'Institut national de santé publique du Québec. On avait une liste de requis rencontrés. Puis par la suite, toutes les initiatives ont été locales à l'usine pour être capable de déployer des processus solides pour être capable de faire de la prévention.
D'accord. Il y a une demande de précision de Martin Couillard au sujet des protocoles en cas d'employé infecté. Qu'en est-il des autres employés qui ont été en contact avec cet employé, demande-t-il. Donc, la personne qui, j'imagine, notamment à l'entrée ou à l'accueil. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, c'est quelqu'un qui aurait un cas positif. Selon ma compréhension, c'est qu'on avait le support du système de santé pour faire l'investigation puis savoir la personne était avec contact avec qui. J'ai communiqué avec des entreprises qui ont eu des cas positifs qui ont été supportés par le système pour faire l'enquête puis exactement savoir quelle personne avait interagi avec cette personne-là en date de demain. Donc, là-dessus, il y a du support. D'accord. Puis, dernière question, donc vous avez présenté tous les deux différentes mesures que vous avez mises en place. Puis là, je ne le souhaite à personne, mais si la situation dure encore, on va dire 6 mois, 1 an, est-ce que les mesures que vous avez mises en place, là, vous estimez que c'est des mesures que vous pouvez maintenir sur le long terme ou est-ce qu'il va y avoir des ajustements à faire? Peut-être Mélissa en premier? Pour le moment, pour nous, c'est des mesures qu'on a mises en place et qu'on vise à garder sur le long terme. On ne sait pas combien de temps ça va durer la crise, alors on a tout mis en place pour qu'on puisse continuer à faire ça pour les prochains 6 mois. C'est sûr qu'on continue à suivre ce que le gouvernement dit, puis on s'ajuste au fur et à mesure. Mais pour l'instant, les mesures qu'on a mises en place vont rester et vont demeurer pour les prochains mois. D'accord. Jean-François, vous de votre côté? Je dirais des mesures comme mettre plus de gens sur le deuxième quart de travail, ça va rester à moyen et long terme. Par contre, quotidiennement, on se réévalue. Comme je disais, le covoiturage, dès lundi, on change un peu l'approche. Notre poste de contrôle, comme il était, on l'ajuste lui également. Donc, on s'ajuste continuellement avec les différentes situations. Il y a des bonnes pratiques qu'il va falloir qu'il reste. Le télétravail, je pense, en partie, devra rester pour une partie des employés, mais c'est très difficile de prévenir l'avenir à l'heure actuelle. Parfait, effectivement. Personne n'a de boule de cristal. Ouais. Écoutez, merci. Ah, ben voilà la photo donc, que Mélissa pour la cérémonie de remise de l'autobus, effectivement, avec les mains pour se taper dans la main. D'accord. Parfait. Ben, écoutez, merci à tous donc pour votre participation. Merci donc au STIC, au RTMQ, à Bombardier Transport et à la compagnie électrique Lyon donc d'avoir accepté de partager leurs bonnes pratiques et leurs apprentissages dans cette situation particulière. Merci à tous les participants qui étaient nombreux aujourd'hui. Nous avions presque une cinquantaine de participants avec nous. Puis je vous invite tous donc à notre prochain webinaire donc qui sera sur les nouvelles réalités dans les transports en commun donc pour donc les différentes compagnies sociétés de transport. Donc nous aurons la chance d'avoir Marie-Hélène Cloutier de Transdev Canada qui sera là, également donc Guy Picard, directeur général de la Société de transport de Laval et Jennifer Guillemette, qui est directrice générale de projet OM chez Exo Bombardier Transport, de Exo, pardon. Et ce webinaire-là, donc, aura lieu le 11 juin. Donc, je vous invite à aller sur le site de Propulsion Québec, à vous inscrire en ligne, encore une fois, pour participer et recevoir toutes les informations relatives à ce webinaire. Donc, tel que je vous l'ai dit en introduction, donc, vous allez recevoir dans les prochaines heures un courriel, notamment avec le lien vers la retransmission donc de cette vidéo qui va être disponible. L'enregistrement va être également disponible pour les membres de Propulsion Québec sur le forum du portail de Propulsion Québec. Et vous allez recevoir un sondage de satisfaction qu'on apprécierait que vous preniez quelques minutes de votre temps pour le remplir. C'est toujours très intéressant d'avoir vos commentaires et également aussi pour les différents conférenciers. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous remercie pour votre participation à tous aujourd'hui. Au revoir.